Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV et vous suivez votre émission, la revue de presse grand format, émission qui est consacrée au décryptage des sujets qui ont dominé l'actualité ici en Côte d'Ivoire pendant cette semaine. Trois sujets au menu, bilan de l'an 1 de la gestion du président Alassane Ouattara après son élection le 31 octobre 2020. La candidature d'Henri Konan Bédié au congrès du PDCI RDA en 2022, le projet de création de l'Union fraternelle des élus et cadres pour le développement du Grand Nord et la COP 26. Avec nos invités pour évoquer ces sujets, nous sommes avec Beta Michel à ma droite, directeur de publication du quotidien Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous... Vous avez en face de vous ce soir Sekou Dao, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, cher frère Koné. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous allons tout de suite partir, si vous êtes prêts, pour la première rubrique de cette émission qui est la synthèse de la semaine. Alors, messieurs, le 31 octobre 2021, passé marqué la fin de l'élection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, après la présidentielle du 31 octobre 2020, qu'il a opposé à Kouadio Konan Bertin, qui était candidat libre et actuellement ministre de la Réconciliation et la Cohésion nationale. Avant de parler de son bilan, je vais demander à chacun d'entre vous ce qu'il garde comme souvenir de cette élection présidentielle d'octobre 2020. On commence par vous. Merci encore une fois de nous donner l'occasion de parler de cette élection triste, calamiteuse d'octobre 2020. Ça a été vraiment, après 2010, l'une des élections la plus triste encore qui a endeuillé le pays. Et je crois que c'est l'occasion encore de déplorer cette propension de l'acteur politique principal qui est le président Alassane Ouattara d'avoir coûte que coûte voulu briguer un troisième mandat contre vents et marées, parce qu'il faut le dire, moi j'ai toujours dit à ceux qui m'ont interrogé sur la question... Nous sommes dans une nouvelle république. Est-ce qu'on peut parler de troisième mandat? Non, s'il vous plaît. C'est le premier mandat de la troisième république. Mais je pense que quand vous le dites vous-même, premier mandat de la troisième république, on aura le cinquième mandat de la cinquième république, le premier mandat de la cinquième république, le premier mandat de la quatrième république, le premier mandat de la 10e république. Mais attendez, on arrivera où avec ça? Il faut qu'on arrête un jour de jouer avec les mots. Il s'agit de la vie des populations. Nous avons vu cette élection, ce que ça a entraîné. Il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui sont à vie, qui sont amputées à vie. Mais on avait besoin de ça. Avait-on besoin de ça? En 2015, on a vu l'élection. Quand il n'y a pas de contestation sur la forme même de l'élection, vous voyez comment ça se déroule? On n'a pas besoin de toujours avoir des morts au terme d'une élection. Et Ouattara nous a servi ça encore en 2020 et c'est dommage. Moi, je crois que cette élection-là, le premier bilan qu'on doit faire, c'est de voir ce que ça a entraîné comme conséquence pour ce troisième mandat. Quoi qu'on veut lui donner, quelle que soit la dénomination qu'on veut lui donner, mais il y a eu mort d'hommes pour cette élection. Pourquoi? Faut qu'on 85 morts selon le bilan officiel et plus il y a une centaine de blessés. Avait-on besoin de ça? La Côte d'Ivoire avait besoin de ça encore une fois. Moi, je crois qu'il faut un jour que chacun de nous s'interroge. Comme vous le disiez, qu'ai-je bien fait pour le pays ce que je dois? Est-ce qu'Alassane Ouattara a bien fait de briguer ce troisième mandat? Alors, Dao Sekou, est-ce que Alassane Ouattara a bien fait de briguer ce mandat? En même temps, pour nous évoquer les souvenirs que vous gardez de cette élection présidentielle. Ok, merci bien, cher frère Koné. Ces élections passées, j'en garde quand même un souvenir triste, eu égard au nombre de victimes liées à ces élections-là. Mais sur la question même de la candidature du président Ouattara, je vais prendre le contre-pied de mon cher frère Beta sur le plateau. Je pense que, sans parti pris, M. Ouattara était quand même dans ses droits de briguer ce mandat que moi je considère quand même comme le premier de la Troisième République. Parce que nous sommes tous unanimes là-dessus. C'est une constitution qui a été votée par référendum ici en 2016. Tous les partis politiques ont pris part à ce référendum et tous sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait voter cette
ce référendum. Donc je pense que c'est à l'issue de ce vote de référendum-là, qui donnait droit au président Ouattara de se présenter, qu'il a fait. Et avant même cela, il faut dire que M. Ouattara était dans une posture de permettre à feu Amadou Gon Coulibaly de briguer la magistrature suprême. Malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Il a été rappelé auprès de lui. Et donc, dans l'incapacité de trouver, je pense, un candidat, le candidat idéal, qui serait à même de faire l'union sacrée au RHDP, M. Ouattara a trouvé bon de se présenter lui-même pour ne pas que le RHDP périclite, eu égard les intérêts qui étaient en jeu. Donc je pense que c'est en tout cas de cause, en connaissance de cause, qu'il a estimé pour le bien d'abord de la Côte d'Ivoire. On a eu 85 morts, une centaine de blessés. Ouattara pouvait nous éviter cela s'il n'était pas candidat. Non, ce n'est pas... il ne faudrait pas individualiser la crise que nous avons connue. Il y avait deux entités. Il y avait le président Ouattara, certes, mais il y avait également le CNT, qui même dans sa formation même est anticonstitutionnel également. Donc je pense que les acteurs du CNT aussi ont contribué également à ce qu'il y ait tous ces morts. C'est vrai, je ne dédouane pas le président Ouattara entièrement, mais je pense qu'il faut quand même partager les responsabilités. Vous ne le dédouanez pas. Qu'est-ce qui a été sa faute? Une faute, je ne parlerai pas de faute. Je parle plutôt de peut-être l'intention des acteurs du CNT qui ont estimé qu'ils n'étaient pas dans ce droit de se présenter et qui ont qualifié cette candidature de troisième mandat. Pardon, si vous permettez. Monsieur Daoud, le CNT, c'est à la fin des élections. Parce qu'il faut le dire, il ne faut pas confondre les choses. Le CNT, c'est bien après les élections qu'il y a eu la formation du CNT. Oui, donc, la formation officielle. Mais officieusement, le CNT existait. Officieusement, le CNT existait. Ce qui a été proclamé, ce qui a été dit. On sentit ensemble. On ne va pas dire que dans ton esprit, il y a un autre CNT apparemment. Non, pas du tout. Ouais. Non, en fait, c'est les acteurs du CNT. Avant la constitution officielle du CNT, il existait officieusement. Et on a tous été témoins ici des mots d'ordre qui ont été donnés alors relativement à la désobéissance civile qui a abouti à tous ces morts et blessés qu'on a vus. C'est cette élection-là qui a toutes ces conséquences. C'est pourquoi on parle de... Pourquoi avait-il besoin de ce mandat-là? Mais l'élection répondait quand même aux normes constitutionnelles, puisque la Constitution permettait au président Ouattara de se présenter. Sur ce débat-là, on n'en finira pas. Alors, monsieur, chacun de vous a un souvenir triste de cette élection. Oui, triste parce qu'il y a eu des morts. Oui, il y a eu 85 morts de façon officielle, triste. Il y a eu une centaine de Exactement. blessés. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore situé les responsabilités. Mais est-ce qu'il y a des responsabilités à situer? Moi, je pense que quand il y a eu les élections de 2010, lorsqu'on a constaté les morts, il y a le président qui était en exercice a été le seul à payer le prix jusqu'ici. Moi, je crois que le président en exercice doit être le seul à assumer ces dérives-là, ces morts-là. C'est lui seul. Moi, je crois que, bon, aujourd'hui, il faut Alors, monsieur, on va parler du bilan du président Ouattara. Ça fait 1 an qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on va s'en tenir au texte, monsieur Beta. Selon les textes, nous sommes dans le premier mandat de la Troisième République. Exactement. Alors, monsieur Beta, oui. Quel est le bilan que vous faites de la gestion du président Ouattara 1 an après son élection? Bon, pour parler de bilan, je pense que jusqu'ici, bon, selon mes recherches que j'ai faites, les chiffres ne sont pas encore disponibles pour parler de bilan, mais en tout cas de cause, lorsque Ouattara briguait ce troisième mandat-là, les chiffres qui nous servaient étaient quand même assez satisfaisants pour lui. C'est lui celui qui sert les chiffres d'ailleurs. Donc, les chiffres qui nous servaient étaient assez satisfaisants. Mais moi, je crois que ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que ces chiffres-là n'ont pas toutefois fait baisser la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les taux de pauvreté, les derniers chiffres fournis par l'INS sont autour de 46 à 47% de pauvreté en Côte d'Ivoire. Je crois que, bon, Ouattara, en misant beaucoup sur les infrastructures, peut-être a oublié de s'occuper des hommes qui doivent user de ces infrastructures-là. Et c'est la triste réalité de la Côte d'Ivoire. La pauvreté a grimpé. Et les Ivoiriens, on l'a vu tantôt, à un moment, ils étaient plus ou moins dans la rue. On l'a vu avec la cherté de la vie. Et donc, je crois que, en parlant de bilan de Ouattara après 1 an, je crois que le point central, c'est le point qui n'a pas encore réellement été abordé après ces élections calamiteuses, c'est le point de la réconciliation. Il a certes rencontré Gbagbo, il a certes rencontré Bédié, mais dans la réalité, je veux dire, dans les faits, il y a un ministère qui a été créé, mais dans les faits, parce que il ne faut pas qu'on se leurre. Tous ces faits, cette triste réalité auxquelles nous assistons,
sont le fait d'élections. Donc, il faut anticiper, il faut aller plus vite, parce que la loi même électorale nous fait obligation chaque année de faire les ajustements au niveau de la liste électorale. Il faut dès maintenant commencer cela, pour qu'au moins, quand on arrive en 2025, on n'ait pas encore à faire révision de la liste électorale, quand les questions qui va présider les différentes commissions au sein de la CEI, toutes ces questions-là doivent être débattues maintenant pour qu'au moins on aille vers des élections en 2025 plus ou moins apaisées. Donc vous dressez un bilan mitigé? Un bilan très mitigé parce que la pauvreté n'a pas baissé. Alors le bilan, il est aussi mitigé pour vous? Non, pour moi, le bilan il est satisfaisant à plusieurs égards. Il est satisfaisant dans la mesure où aujourd'hui, malgré le péril djihadiste, la Côte d'Ivoire quand même affiche une certaine sérénité. Et deuxièmement, avant les élections de 2020, vous savez l'atmosphère délétère dans laquelle nous étions, il y avait une certaine crispation, eu égard à la tension qui prévalait en ce moment-là. Mais le président, quand même, Ouattara, a eu le flair de renouer le contact avec son aîné Henri Konan Bédié et avec le président Mouago, ce qui a contribué fortement à baisser la tension en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut l'en féliciter. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une situation particulière. Lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire, il faudrait quand même que nous le fassions avec circonspection, dans la mesure où il faut tenir compte même de beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire. Alors, on a connu la cherté de la vie, oui. On a connu la crise énergétique. Avec tout ça, vous pensez que le bilan est satisfaisant? Non, ça, ce sont des pans dans... Mais ça fait partie quand même de sa gestion. Oui, c'est condamnable, mais je pense qu'aujourd'hui, il a eu quand même des solutions idoines, des solutions ont été apportées à cela, donc je pense qu'il a félicité. Tout n'est pas parfait. La vie est toujours chère. Je pense que la cherté de la vie, je pense qu'elle est relative. La cherté de la vie est relative parce qu'il faut tenir compte de certains indices pour en parler. Mais je pense qu'à mon humble niveau, c'est vrai, on a condamné cela. Moi-même, j'ai fait des publications même par rapport à ça, par rapport à cette cherté de la vie. Si vous avez des reproches à faire au bilan de Ouattara, ça serait quoi? Les reproches, qu'on mette beaucoup l'accent sur la réconciliation, parce que sans la réconciliation, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Donc je souhaite véritablement qu'on mette beaucoup l'accent sur la réconciliation, permettre à tous nos fils, aux fils de la Côte d'Ivoire, de regagner le pays, et puis bon, pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse évoluer. M. Betta, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'il vient d'indiquer? Non, en fait, je pense que M. Daou s'est satisfait de certains points qui ne sont pas le quotidien des Ivoiriens. Moi, je crois que le quotidien des Ivoiriens, c'est leur pitance quotidienne. C'est ce sur quoi nous sommes d'accord que la cherté de la vie était faite en Côte d'Ivoire, pour laquelle les Ivoiriens se sont levés tantôt. Le ministre du Commerce est venu nous dire qu'il n'est sans solution et que si tu payais quelque chose à 10 francs, refuse de payer, bon, il n'y avait pas de solution. Donc, je crois qu'il faut plutôt baser ce bilan sur le quotidien des populations. Et sur ce point-là, je pense que Ouattara n'a pas encore réussi à donner le meilleur aux populations ivoiriennes. Et elles sont toujours en train de pleurer, de souffrir. Et c'est ça notre préoccupation. Nous pensons qu'en tant qu'acteurs des médias, en tant que journalistes, pour nous, le plus important dans ce pays-là, ce n'est pas que la politique, c'est le quotidien de notre population. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il faut résoudre les questions qui sont susceptibles d'enflammer le climat social, c'est-à-dire les questions liées aux élections, les questions liées à la conduite du processus électoral, pour ne pas qu'on arrive à un moment où lui-même, M. Daou même l'avait dit, nous arrivons à un moment de crispation. Pourquoi toujours attendre un an, attendre quelques mois avant les élections pour pouvoir apporter les réformes nécessaires à la tenue de ces choses qui sont inscrites dans notre Constitution et qui doivent se tenir. Bon, moi, je pense qu'il faut anticiper pour que quand on arrive à ces échéances-là, on passe ça comme du couteau dans du beurre. Je pense que ça va se faire. Monsieur Daou, comment vous envisagez la suite du mandat de Ouattara? Il reste 4 ans pour la fin. Bon, je pense intimement que M. Ouattara mettra tout en œuvre pour laisser quand même un bel héritage d'ici 2025. Parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont rivés vers lui pour voir véritablement si les chantiers qu'il a entamés, notamment celui de la réconciliation, vont aboutir. Et je pense que c'est un défi personnel pour lui, parce qu'il sait intimement au fond de lui-même qu'il faut réussir cette mission s'il veut sortir par la grande porte. Donc il mettra tout en œuvre pour y arriver. Je le pense, avec bien entendu l'appui du président Bédié, du président Gbagbo et de tous les acteurs politiques ivoiriens. Parce que c'est ensemble qu'on pourra véritablement relever le défi de la réconciliation.
Beta, la suite c'est quoi? Vous envisagez comment la suite du mandat du président Ouattara? Il y a de nombreux défis qui ont été énumérés. Est-ce que vous pensez que Ouattara pourra relever tous ces défis? Lui, il pense qu'il pourra. Non, on peut dire qu'il pourra, mais il faut que lui-même il ait de la volonté. C'est ça la grande question. Ce n'est pas une question de pouvoir ou ne pas pouvoir, c'est une question de volonté. Vous pensez que Ouattara n'a pas la volonté? Non, Ouattara a eu l'habitude de ruser avec les autres acteurs politiques. On l'a vu plusieurs fois. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'il a fait, au point qu'aujourd'hui même, tout le monde reste un peu sceptique quant à ses actes. Parce qu'on l'a vu, il n'a jamais été suffisamment, il n'est jamais allé au bout de ce qu'il fait avec les autres. Il a vu la rupture avec le RIDP, aujourd'hui même le PIT. Est-ce que c'est Ouattara qui n'est pas allé au bout? Peut-être que c'est Bédié qui n'est pas allé au bout. Non, s'il vous plaît. À celui qui a les rênes, on demande plus. À celui qui a les rênes du pouvoir, on demande plus. C'est pourquoi on dira que c'est lui qui ne l'a pas fait. Parce que c'est à lui de faire plus que les autres. Sinon, ce serait trop simple. On dirait, écoute, tu l'as pas fait. Aujourd'hui, tous ses alliés du RDP sont partis. Tous ses alliés du RDP. Donc, en fait, Ouattara n'inspire pas confiance. C'est pourquoi, pour la suite, moi, je suis plutôt sceptique quant à ce qu'il réussira. Mais osons croire, parce que c'est notre pays, nous voulons le meilleur pour le pays. Donc, osons croire qu'il fera l'effort d'être assez... je veux dire honnête, assez rigoureux dans sa démarche avec ses autres acteurs politiques, afin d'aboutir à quelque chose de consensuel et d'accepté par tous. Voilà un peu ce que je peux dire. Allez-y. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point avec mon cher frère Beta. Vous savez, M. Ouattara, j'ai observé Houphouët-Boigny, j'ai observé le président Bédié, j'ai observé le président Gbagbo et également le président Ouattara. Je pense que M. Ouattara, quand même, il a une autre estime de sa fonction et de sa personne d'ailleurs, la fonction de président de la République. C'est un monsieur quand même qui est sérieux. C'est ce qui lui a valu toutes ces félicitations depuis l'extérieur. Depuis longtemps, il a affiché quand même un sérieux dans ce qu'il fait. Mais il y a une partie du peuple ivoirien qui ne le félicite pas. Oui, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà, autant tu es adulé par une certaine partie du peuple, autant aussi tu es méprisé par une autre partie. Mais je pense qu'il faut regarder les faits. Aujourd'hui, M. Ouattara quand même a réussi, de par sa politique, quand même à apaiser un peu la situation qui était tendue. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, moi, j'étais fier. Laurent Gbagbo, exactement, j'étais très fier. Des prisonniers politiques, ce sont absolument. Des points importants. Très fier. Non, tu sais, souvent, M. Daoud dit, oui. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Beta. Mais je dis, mais moi, je ne suis pas en train de chercher à embellir les choses. Moi, je parle des faits. Je dis qu'aujourd'hui, le constat est amer. Ouattara a fait des alliances qu'il a toutes rompues. Toutes ont été rompues. Oui, j'en sais. C'est-à-dire, un homme comme ça, qu'est-ce que tu veux que ces anciens alliés-là puissent croire en ses faits et gestes? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je pense que, bon, écoute, quand tu me dis de la faire rentrer Gbagbo, mais la constitution est claire, qu'aucun Ivoirien ne soit contraint à l'exil. Oui, mais non, mais justement, donc il respecte la Constitution en faisant rentrer Gbagbo. Il n'avait pas le choix aussi, puisqu'il a été acquitté par la CPI. Il y a Soro qui est encore là. Non, ça dépend. Vous savez, non. Mais Soro, il est là-bas, il n'est pas encore entré. Non, faut dire les choses. Il faut faire la part des choses. Vous savez, lorsque un individu déjà a été condamné pour tentative de déstabilisation d'un État, eh bien, il y a un traitement particulier qui est fait pour ce dernier. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important pour Guillaume Soro de se mettre dans la posture de la réconciliation. On ne peut pas être toujours dans la défiance, dans une situation de belligérance permanente. Aujourd'hui, Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume en exil, il doit faire profil bas, revoir sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, ses rapports avec le président. Il ne peut pas toujours compter dans la belligérance et espérer rentrer royalement en Côte d'Ivoire. Non, mais je te comprends que Soro est l'une des rares personnes qui a toujours appelé à la réconciliation depuis toujours, avant même que tout cela ne survienne. Hein. Oui, mais... Il a toujours appelé à la... Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu lui proposes comme belligérance. Il a fait quoi comme belligérance? Non, nous avons vu... Monsieur, c'est pas Soro, c'est pas le sujet. On va progresser. Le second sujet de cette partie de l'émission, c'est relatif à la candidature du président Bédié, ce même 31 octobre 2021 qui marquait l'an 1 de l'élection de Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Maurice Gikawe, qui est le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA en déplacement à Gakro, village situé à Daloa, a appelé les militants de son parti à un consensus autour de la candidature de Bédié au 13e congrès
ordinaire prévu en 2022 pour qu'il demeure le président du parti. Cela pour préparer dans la sérénité et la cohésion l'élection présidentielle de 2025. Monsieur Betta, comment vous analysez ces propos de Maurice Kakou Gikawe? Bon, Maurice Kakou Gikawe, c'est le secrétaire général en chef, secrétaire exécutif en chef du PDCI, et il a suffisamment expliqué sa démarche. Pour lui, le PDCI est un parti qui, pour revenir au pouvoir, doit demeurer dans la cohésion. Et cette dynamique-là ne peut se faire qu'autour de son président, qui est là depuis longtemps, qui connaît toutes les aspérités de ce parti-là, qui connaît toute la dynamique de ce parti-là. La preuve en est, les 75 ans, vous avez vu le colloque, vous avez vu les résolutions qui sont sorties du colloque. Donc, qui mieux que celui qui a suscité ces résolutions a pu conduire les décisions de ce colloque-là à leur aboutissement. Parce que ces décisions-là aussi permettent au PDC de choisir son candidat pour 2025, en quelques mois des élections. Donc, je pense que c'est de bonne aloi que Gikawe veuille que le président Bédié demeure pour conduire 2025 dans la sérénité pour tous les fils et filles de ce pays, non seulement de ce pays, mais du PDCI, afin que chacun ait la chance demain d'être le candidat choisi par le PDCI pour briguer la présidentielle de 2025. Donc, en le disant, Gikawe même, je pense, quand vous le dites, rappelez-vous même ce discours de Kokara, qui est la ville natale et la ville même d'une des grandes combattantes de ce pays-là, Marie Corée. Marie Corée qui a eu son nom pendant longtemps sur le biais de 1000 francs. Donc c'est ce combat de la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire de cette dame-là que Gikawe et certains fils du PDCI sont partis célébrer autour d'un de leurs leaders, en l'occurrence le député Likan. Donc c'est te dire qu'il a mesuré toute la hauteur de l'avenir de ce pays-là, de l'avenir du PDCI pour suggérer une telle démarche, que le PDCI soit uni autour de son président pour préparer dans la sérénité 2025. Donc, votre analyse, c'est quoi relativement à ces propos de Maurice Kakou Gikawe qui appelle à un consensus autour de la candidature de Bédié au 13e congrès du PDCI-RDA? On se dirige vers une candidature de Bédié à la présidentielle? Bien, je pense que ce n'est pas mauvais en soi que M. Bédié se porte candidat à l'élection présidentielle 2025. Vous savez, lorsque je vois que le cas du président Bédié, j'ai quand même un pincement au cœur, parce qu'il faut le dire, lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir, à la suite du décès du Félix Houphouët-Boigny, il avait quand même un ambitieux programme, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Les 12 chantiers de l'éléphant. Malheureusement, cet ambitieux programme a été arrêté de façon brutale avec le coup d'État. Donc il y a une sorte de symphonie inachevée qui s'opère chez le président Bédié. Il veut reprendre les rênes, mener à bien son ambitieux programme de l'éléphant d'Afrique pour montrer également que lui aussi il pouvait bien faire pour la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui motive un tant soit peu cette volonté des caciques du PDCI de le reconduire, ou bien de le conduire à la tête du PDCI pour briguer le mandat présidentiel. Mais je pense intimement qu'aujourd'hui, malgré son expérience, malgré ses atouts, malgré quand même sa grande connaissance de la politique ivoirienne, je pense intimement qu'il ferait mieux, à mon sens, de passer le relais à ma génération eu égard à son âge. Parce que je ne pense pas qu'avec l'âge, il puisse avoir les moyens, les outils nécessaires pour mener cet ambitieux programme qui demande beaucoup d'énergie, énergie physique, énergie intellectuelle, énergie mentale. Mais au PDCI-RDA, on ne voit pas tout ceci. On estime que le président Bédié est toujours énergique pour diriger ce parti. Oui. Vous estimez qu'il doit passer le relais, mais pourtant, les gens ne veulent pas. Est-ce qu'au PDCI-RDA, il y a un manque de volonté de s'assumer? Non, on ne peut pas le contraindre. On ne peut pas contraindre le président Bédié à partir, on ne peut pas le contraindre. Ce serait quand même contraire même aux principes même qui régissent même le fondement démocratique du PDCI. Mais je pense que lui, en tant que le père, en tant que le doyen, en tant que la figure tutélaire du PDCI, c'est lui-même qui doit prendre sur lui la décision de donner l'opportunité à la nouvelle génération de prendre le relais, qu'il va bien sûr guider dans la marche qu'il voudra imprimer à la Côte d'Ivoire. Alors Betta, pourquoi au PDCI-RDA on a du mal à se débarrasser de Bédié, malgré l'âge, malgré tout ça? Pourquoi au PDCI-RDA on est toujours accroché au président Bédié? Non, vous faites une confusion et je vais la lever tout de suite. Gikawe il a dit, il faut qu'au congrès, au 13e congrès, Bédié soit le candidat du PDCI, le congrès.
Après le congrès, il y a la convention qui choisit le candidat pour 2025. Mais c'est une étape, Oui, c'est une étape, mais cette étape-là ne peut pas se faire en dehors du président. Donc, je dis quoi? Je dis qu'en souhaitant, en invitant tout un militant du PDCI à faire de Bédié le candidat à ce congrès-là, c'est de montrer déjà avec vous n'avez pas, peut-être que vous n'avez pas lu les différentes résolutions du colloque, mais je crois que le PDCI c'est un parti fort. C'est un parti fort qui peut faire sa mue sans qu'on ait besoin de tiraillement, de se tirailler. Parce que le PDCI est en train de préparer 2025. C'est pas forcément, ça peut être Bédié, ça peut être quiconque. Mais je veux dire que pour le PDCI, le PDCI n'est pas fixé sur Bédié, mais le PDCI considère que Bédié a suffisamment fait pour ce parti. Apparemment, le PDCI est fixé sur Bédié. C'est vous qui le pensez. On ne donne pas la possibilité aux autres de s'exprimer. On a vu le cas de Jean-Louis Billon qui est sorti, qui a affiché sa volonté d'être candidat et tout de suite le PDCI-RDA, bon, on a commencé à taper là-dessus. Non, ne dites pas ce qui n'est pas. Parce que le PDCI a fait un colloque, ils ont organisé les 75 ans du PDCI. Au cours de ce colloque-là, plusieurs résolutions auxquelles tous les militants du PDCI, quel que soit leur âge, quelle que soit leur disponibilité, quel que soit leur poste à ce parti, ont participé. Et de ces 75 ans-là, de ces séminaires éclatés, des résolutions sont sorties. Non, c'est des résolutions démocratiques qui vont être appliquées. Et dans l'application de ces résolutions, vous verrez le candidat qui sortira de la convention. Le PDCI est revenu au pouvoir en 2025. Est-ce que ça sera avec Bédié? Si Bédié jamais est candidat du PDCI en 2025, est-ce que le PDCI-RDA a aujourd'hui des chances de reconquérir ce pouvoir, M. Dao? Bien entendu, il ne faudrait pas quand même douter de la force du PDCI, qui est quand même un parti sexagénaire. N'oublions pas que c'est avec ce parti que Houphouët-Boigny a pu accéder au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire sous la bannière du PDCI. Donc c'est un parti quand même qui a une forte espérance sur le terrain. Il ne faudrait pas occulter cela. Donc je pense que le PDCI il a beaucoup de chances pour revenir au pouvoir si... Bédié n'est pas candidat. Non, je ne dis pas ça. Si et seulement si le PDCI arrive à faire sa mue véritablement. Comment on fait la mue? C'est-à-dire, il va falloir véritablement que le président Bédié fasse confiance à une nouvelle génération et qu'on quitte dans ce système où on identifie le parti à un individu. Le RHDP a le même problème. Si on vous comprend, le PDCI ne pourra revenir au pouvoir en 2025 qu'avec un autre candidat. Non, pas forcément. Il peut le faire avec Bédié, mais je souhaiterais qu'on le fasse avec un autre candidat pour permettre quand même à la jeune génération de pouvoir s'affirmer. Beta? Oui, pour moi, le PDCI va le faire avec le candidat que le PDCI aura choisi. Que ce soit Bédié, que ce soit un jeune, que ce soit un vieux, c'est celui que le PDCI va choisir. Parce que le PDCI, a même aujourd'hui, nous savons que sur le terrain politique, je ne parle pas du terrain politique à Abidjan, je parle du terrain politique sur toute la Côte d'Ivoire. Le PDCI est le parti le mieux implanté. Le PDCI a aujourd'hui fait un séminaire éclaté au cours duquel les différentes bases ont donné leur avis sur la conduite du parti. Et ces résolutions-là ont été remises au président Bédié qui prendra d'ici peu des décisions en vue de conduire la marche du parti. Donc le PDCI va revenir au pouvoir en 2025 avec le candidat que le PDCI aura choisi. D'accord. On va aller pour le dernier sujet de cette première partie de cette émission, le projet de création de l'Union du Grand Nord. On l'a tous appris dans la presse. Il y a certains élus du Nord qui veulent créer ce qu'on appelle l'UGN, qui est l'Union du Grand Nord. Monsieur Bétan, on vous voit sourire. Pourquoi vous souriez? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de ce projet qui est porté par le maire de la commune de Yopougon, le ministre Gilbert Kafana Koné? Moi, personnellement, quand je vois ce genre de choses-là, je dis, attends, le RDR n'a pas disparu. Hein? Le RDR n'a pas disparu. Vous assimilez ça au RDR? Mais naturellement. Mais, on dit l'union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord. Oui, bon. Au Nord, il n'y a pas que le RHDP, il n'y a pas que des cadres des élus du RHDP. Vous me permettez? Voici là qui est au PDCI. Non, vous me permettez, je vais finir. Quand j'ai dit le RDR n'a pas disparu, j'ai dit, mais pourquoi maintenant? L'union là. C'est que toutes les régions ont leur union, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, à quelques années de 2025, où on sait que Ouattara est fatigué, Ouattara, vraiment de ce qu'on observe, il dit même lui-même qu'il veut passer le témoin. Vous y voyez des intérêts politiques? Mais naturellement!
Ça saute aux yeux. C'est un instrument politique C'est du un RHDP qui est en train d'être mis en place comme ça. Voilà, moi je dis aujourd'hui, et puis l'autre l'a dit, hein, sur l'éléphant Assalé Timoko. Non, pas l'éléphant du Adjumani. Adjumani l'a dit. Il dit, il ne veut pas rentrer dans cette union parce qu'ils ont mis le Gontougou dedans, tout ça. Il dit, mais attendez, il a exprimé son désaccord vis-à-vis de cette union. Moi, je dis que souvent, il faut s'inspirer des leçons du passé. Hein. Pour créer une union du Nord, on n'a pas besoin de tous ces grands bruits-là. Toutes les autres régions ont leur union. Le Nord, il y a certains cadres mutuels qui existent déjà là-bas. On peut s'appuyer dessus, créer une union. Mais quand on fait tout ce bruit-là, on nous fait revivre ce qui a créé cette scission en Côte d'Ivoire, qui est la notion d'exclusion, la notion de choses, une partie de la Côte d'Ivoire est marginalisée. Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne le flambeau. On a vu son discours est à tous les relents de cette soi-disant exclusion qui nous avait conduit dans ces méandres déplorables que la Côte d'Ivoire a vécu. Moi, je vais lancer un appel à cette union-là. Vous savez, il est bon de s'unir pour développer. Hein? Mais évitons, si possible, de faire ces amalgames entre union, entre développement et politique en vue de se marginaliser soi-même pour accuser demain les autres. Que vous créez votre union. Les autres ont leur union. Aujourd'hui même, je suivais récemment là, il y a un qui dit, mais pourquoi vous mettez Abou-Rahman Cissé dedans, qui n'a aucun village au nord? J'ai dit, mais voilà le débat est suivi. Bon. D'accord. Monsieur Dao, votre position, c'est laquelle? Beaucoup de personnes voient en cette union un danger, une menace pour la cohésion nationale. Voilà. Il faut, à mon sens, je pense qu'il faut dépassionner le débat. Vous trouvez que le débat il est passionné? Oui, il ne faudrait pas préjuger de la dangerosité d'une organisation avant que l'organisation elle-même ne montre les éléments de sa dangerosité. C'est un projet qui est en train d'être mis sur pied. J'ai cherché à comprendre. Et vous avez compris quoi? Je viens, parce que moi, en tant qu'analyste, avant de porter un jugement, je cherche à comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette union? Quels sont ses objectifs? Quels sont les enjeux qui ont pratiquement contribué à fonder cette union? Et dans mes recherches, j'ai compris que d'abord, il y avait deux dimensions qui ont milité à la création de cette union. Il y avait d'abord une dimension sociale, c'est-à-dire, selon les investigations que j'ai pu faire, les créateurs, les fondateurs de cette union ont dit qu'il était quand même de bonne loi pour eux de permettre à tous les cadres, parce qu'en réalité, c'est une union des cadres. Mais déjà, il y a des cadres du Nord qui sont en train de manifester leur désaccord. Non, je n'ai pas encore fini. Non, moi, je dis ce qui m'a été revenu. De permettre à tous les cadres de former une sorte de creuset qui pourra permettre à ces cadres-là de venir en aide aux démunis dans le Nord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Le Nord, en matière de développement infrastructurel, est très en retard par rapport au Sud, par rapport aux autres régions. Donc, pour eux, c'est un canal qu'ils ont trouvé pour permettre à ces cadres-là d'abord de se connaître, parce qu'ils sont tous du Nord mais ils ne se connaissent pas, de mutualiser leurs forces afin de venir en aide à la région pour permettre à la région de connaître quand même un essor économique important. Alors, M. Dao, prenons le cas de Gilbert Kafana Koné, qui est le maire de la commune de Yopougon, et c'est le porteur du projet. En 2023, on aura les élections municipales. Au regard de la mise en place de cette union, il ne doit pas être candidat à Yopougon, il doit être candidat au Nord. C'est ce qu'on peut comprendre par là? Non, pas forcément. Si vous mettez en place une organisation pour le développement du Nord, c'est que vous estimez qu'au Nord, il n'y a pas de développement. Oui. Et lorsque vous voulez être un élu, ça ne sera plus ailleurs, il faut partir au Nord. Oui, non, il y a des élus au Nord. Mais l'objectif, selon ce qui m'a été rapporté, comme je le disais tantôt, c'est de permettre quand même aux cadres de mutualiser leurs forces, de créer les ressources pour venir en aide aux habitants. Est-ce qu'on a besoin forcément de cette organisation-là pour développer le Nord? Non, je pense que si tel est l'objectif, il est à saluer. Maintenant, s'il y a d'autres objectifs souterrains qui, moi, échappent à mon œil dans la liste, bon, j'en prendrai acte et puis bon, je verrai. Et Beta, c'est celui qui porte le projet, il fait partie du comité qui a été mis en place par le président Ouattara pour réorganiser le RHDP.
ça pose problème. Non, moi, ça suscite des questionnements. Non, mais tout de suite, je l'ai dit, le RDR n'est pas mort. C'est le RDR qui veut revenir, mais peut-être qu'il veut se trouver une forme. Non, je ne pense pas que ce soit le Non, RDR, bah, parce non. que je connais des gens de quelque Non. Tu sais, le discours qu'on tient en public, et puis le discours qui nous a été rapporté sur les intentions de cette union-là, sont différents. Parce que quand on veut créer une union des cas du Grand Nord, tous les jours des unions se créent. Moi, je le dis souvent, tous les jours des unions de régions, quand tu vas à Touba, quand tu vas là, il y a eu des unions. Mais pourquoi celui du Grand Nord fait tant de bruit? Fait tant de bruit parce que les intentions, ou bien les discours qui ont sous-tendu ça, certains journaux l'ont publié, ces discours qui ont sous-tendu... est-ce qu'il n'y a pas une volonté de s'aborder cette union-là, de la part de certains? Non, faudrait pas accuser les autres. Il faut plutôt accuser les initiateurs. Les initiateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ils cherchent le développement du Grand Nord. C'est le développement. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mon frère Beta, c'est ce qu'on m'a dit. Selon ce que le porteur du projet a dit, c'est pour le développement du Grand Nord, tout ça. Le développement, comme il indique, le développement du Grand Nord, c'est arrêté quand? Comment? C'est arrêté quand? Non, parce que moi je le dis, dis, quand on approche de l'échéance de 2025, et maintenant que tout le monde sait, tout le monde observe avec avec vraiment des yeux bien ouverts, que le président Ouattara a du mal aujourd'hui à faire la cohésion autour de son RHDP, des populations bien entendu. Donc d'aucuns veulent ressusciter à un certain niveau le RDR pour pouvoir être demain les porte-voix de ce parti-là encore, pour ramener la Côte d'Ivoire dans ces débats qui nous ont souvent mis en retard, dans ces débats d'exclusion, dans ces débats de le Nord marginalisé. Vous-même l'avez dit, on dit le développement au Nord n'est pas celui qu'il y a du Sud. Ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus. Le développement dans un pays, c'est une planification. Exactement. Voilà, je ne peux pas se faire partout en même temps. Alors, c'est cool. Est-ce que déjà on entend des désaccords de certains élus et cadres du Nord? Il y a le député Alpha Toureya qui a manifesté son désaccord. Il le disait, le ministre Adjoumani. Est-ce que déjà on ne va pas vers une implosion du RHDP? Bon, je ne pense pas que cela puisse entraîner quand même une implosion au sein du RHDP. Vous savez, en ce qui concerne la création de l'Union des Grands Nord et toutes les voix qui s'élèvent contre cette création, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que lorsque vous portez pour la première fois sur les fonds baptismaux un mouvement, il y a forcément des voix discordantes. C'est clair et net par rapport aux intérêts qui s'entrechoquent. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Ceux qui y sont savent de quoi ça se retourne. Et donc, s'ils portent une voix discordante par rapport à la création de cette union, ils savent pourquoi. Moi, ce qui m'a été rapporté, c'est ce que j'ai établi tout à l'heure sur le plateau. L'objectif est lié au développement. Maintenant, s'il y a des objectifs politiques qui sont cachés et que ceux qui sont dans le secret de Dieu découvrent cela et qu'ils portent des voix discordantes, eh bien, je pense qu'ils ont tout à fait raison de le faire. On verra, l'avenir nous dira plus Exactement. sur ce projet qui est porté par le ministre Gilbert Kafana Koné, qui est le maire de la commune de Yopougon. Alors, messieurs, on va partir pour la deuxième étape de cette émission, qui est le rétro. Cela nous permet d'écouter tour à tour Fabrice Tété, journaliste au quotidien Le Temps, et Fousseni Touré, qui est journaliste au quotidien Le Patriote. Ils se sont prononcés sur les chances de Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle 2025. On les écoute et puis après, on revient pour en parler. OK. Franchement, moi, ce monsieur, je ne sais pas ce qui pèse encore sur le ski politique. On a vu ses résultats depuis qu'il s'est accaparé le FPI de Gbagbo à partir de 2014, avec la complicité du pouvoir en place. Je ne vois même pas ces résultats sont en... C'est vous qui le dites, hein? Avec la complicité du pouvoir. Oui, bien sûr. Les résultats de Affi-N'Guessan sont palpables. Depuis qu'il a voulu s'accaparer le parti du petit Gbagbo, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat aux législatives à la présidentielle 2015? 9%. Dernièrement, mars 2021, deux députés. Il n'a pas pu former un groupe parlementaire.
Donc, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut apporter encore aux Ivoiriens, quelle est sa chance, il ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est son électorat de Bonganou, comme maintenant il est confiné à Bonganou. Peut-être là-bas, il va avoir des voix. Non, en Côte d'Ivoire, il pense pas que ce monsieur-là puisse atteindre 10% encore. Macron venait au pouvoir en France en 2013. Il n'avait ni parti, ni élu. Mais il était le président de la France. C'est pour dire d'abord... Nous sommes en En Côte d'Ivoire, d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, pas en France. Lorsque M. Patrice Talon, au Bénin, venait au pouvoir, il n'avait pas d'élu. On est d'accord avec ça? Ça c'est au Bénin. M. Patrice Talon n'avait pas d'élu quand il venait au pouvoir au Bénin. Il n'est pas venu à partir du front pour son premier mandat. Donc, l'analyse est de dire quelles sont les chances pour M. Pascal Affi-N'Guessan de remporter l'élection de 2025. D'ailleurs, il a dit qu'il souhaiterait être candidat si ses amis lui renouvellent sa confiance pour 2025. Encore faut-il qu'il ait cette confiance. Deuxième chose, il a cette confiance. Il a un appareil politique qu'on appelle le FPI. Déjà. C'est un appareil politique. Qu'on le veuille ou FPI, pas. justement, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur la scène politique? Qu'est-ce que le FPI Il ne peut pas le dire. Qu'on le veuille ou pas, le FPI, Affi-N'Guessan est un élu quand même, de conseil régional. Alors, messieurs, on vient d'écouter nos invités de la semaine passée, Fabrice Tété, journaliste au quotidien Le Temps, et Fousseni Touré, journaliste au quotidien Le Patriote. Chacun a donné son avis sur les chances de Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle 2025. Je vais écouter chacun d'entre vous ici maintenant. On commence par vous, M. Betta. Les chances du président Pascal Affi-N'Guessan à la présidentielle de 2025, c'est ça? Oui. Bon, la présidentielle n'était encore loin, parce qu'Affi-N'Guessan n'a pas encore déclaré sa candidature, mais je veux il a dit qu'il est candidat à la candidature du FPI. C'est-à-dire qu'il veut être candidat. Voilà, il veut être candidat d'abord, donc il attend que ses amis lui forcent leur suffrage d'abord à son sein, au sein du parti, c'est qu'on estime que ce sera fait. Mais pour parler de ses chances en 2025, je ne crois pas qu'Affi même voie ses chances en 2025. Parce que 2025, moi je le dis, si 2025 nous ramène encore les trois ténors que sont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, je crois que tous, comme Affi et autres, auront, je dis la joujotte, l'intelligence de se rallier à un de ces trois-là, et non pas d'aller eux-mêmes en candidat à la présidentielle. Ils l'ont fait, ça se dévoile déjà dans leur démarche. Tous les candidats, tous les partis de l'opposition se rallient aujourd'hui à un de ces grands ténors-là. Alors, la survie politique de Affi-N'Guessan dépend du retrait de ces trois ténors de la scène politique. Voilà, pour 2025, non, quand je dis pour 2025, tant qu'ils seront candidats, vous ne voyez pas Pascal Affi-N'Guessan. Non, ça ce sera... Il estime qu'il est prêt pour affronter ces trois. Tout le monde peut s'estimer prêt, mais quand nous analysons l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, moi je pense que s'il y a élection en 2025 et que ces trois-là sont là encore, les partis d'opposition ont montré déjà que chacun d'eux veut s'allier à un de ces cas. Affi est parti rencontrer le président Ouattara. D'autres ont rencontré le président Bédié. D'autres partis d'opposition, d'autres leaders d'opposition ont rencontré le président Bédié. Ils ont souhaité même que l'opposition fasse plus de cohésion pour affronter 2025. Donc je veux dire que les candidats tels qu'Affi, les candidats tels que les autres partis d'opposition, je ne parle pas des grands partis, je parle moi j'aime pas le mot petit parti même, des autres partis qui n'ont pas assez de députés ou bien qui ne sont pas assez présents sur la scène politique. Donc ces partis-là leurs leaders savent qu'il faut s'allier à un de ces camps-là pour espérer être dans la course après la victoire. Voilà un peu. Alors, M. Dao, est-ce que vous partagez les avis de ces intervenants et même celui de M. Betta? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'intervenant tout à l'heure, Téti. Fabrice Tété. Oui, parce qu'en politique, il ne faut jamais sous-estimer la force de frappe d'un adversaire. Là, vous n'êtes pas aussi d'accord avec Betta qui estime que... Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Il fut un temps où on a dit que Laurent Gbagbo n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Il a été président. Il fut un temps où on a dit Alassane Ouattara ne serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Il a été président. Il a fait 10 ans, il est en train de faire 5 ans.
Donc, c'est dire qu'en politique, on ne sait jamais. Et puis, le pouvoir, d'ailleurs, même, il est d'abord spirituel. Hein. Le pouvoir est d'abord spirituel. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir est spirituel, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand il donne le pouvoir à un individu, il lui donne également les éléments spirituels de conduire à bien ce pourquoi il a mis à la tête du pays. Maintenant, lorsque ce dernier qui est à la tête du pays commence à avoir des aptitudes contraires aux lois qui lui ont été prescrites par Dieu, Dieu le frappe, soit par un coup d'État, soit par quelque chose, et puis il quitte le pouvoir. Donc le pouvoir est d'abord spirituel. Et c'est Dieu qui décide de qui aura la destinée d'un pays. Nous les humains, on peut avoir de la passion, on peut avoir envie de voir quelqu'un à la tête du pays, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il n'y accédera jamais. On peut aussi souhaiter que quelqu'un n'accède pas à la tête d'un pays, mais si c'est la volonté de Dieu, il y accédera. 2025, c'est encore loin, c'est dans 4 ans, beaucoup de choses peuvent se faire. Tout à l'heure, mon frère Beta a parlé des 3 grands leaders qui tiennent les rênes véritablement de la politique ivoirienne, notamment le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo. Donc, c'est vrai, il va falloir véritablement que les uns et les autres puissent avoir la confiance de ces leaders-là, s'ils veulent véritablement profiter de l'électorat de ces différents partis qui sont dirigés par ces leaders-là. Mais je dis en politique, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Quelqu'un, il a ses forces cachées, il peut s'en servir au dernier moment et puis créer la surprise. Ces forces cachées, c'est quoi ces forces cachées de Pascal Affi-N'Guessan? Non, les forces cachées, d'abord, il a un parti politique, qui est le FPI. Le FPI est un parti de combat. C'est pour cela. Non. Le FPI d'aujourd'hui. Non. Le FPI sans Laurent Gbagbo, sans Simone, sans Blé Boudé. Non, le FPI, c'est un symbole. Je parle ici de la symbolique. C'est un symbole. Parce que le FPI est un parti de combat. Il fut un moment au début, moi-même j'ai milité au FPI dans les années 90, dans la clandestinité. C'est un parti de combat, c'est un parti symbole. Mais c'est plus le même FPI. Non, c'est ce qu'on croit. Le FPI de 90, c'est pas le même FPI en 2021. Non, c'est vrai. FPI actuellement, la donne a changé. Je ne sais pas si je peux le permettre. La donne a changé. Non, pas du tout, pas émietté. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme émietté. Non, M. Beta, pas émietté. Parce qu'en fait, c'est quoi? Les gens se reconnaissent par rapport au vocable FPI. Lorsqu'on entend FPI, il y a un déclic qui se crée en nous. Il y a une image qui colle au FPI. Non, justement, non. De Gbagbo. Oui. Quand Gbagbo se retrouve ailleurs, beaucoup se retrouvent aussi ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je dis, beaucoup en tant qu'analyste politique, j'aurais oui. souhaité que vous fassiez l'analyse sur les données qui sont là. Aujourd'hui, nous avons des potentiels candidats, y compris à Affi-N'Guessan, mais quand on voit l'électorat qui, après 2010, on voit l'électorat, la composition de l'électorat, quand on est parti au conseil régional, aux élections des conseils régionaux, on voit que son électorat s'est fortement émietté, réduit. Oui. Donc, est-ce que ce candidat-là, il peut valablement être représentatif en 2025? Oui, voilà la question. Non, mais d'ici 2025, beaucoup de choses peuvent se passer. Ouais, pas jusqu'à ce moment. D'accord, voilà. Nous sommes encore à 4 ans. À 4 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. De 2025. On Exactement. verra bien. En 2025, pour le moment, il a encore besoin de soutien de son parti. Il y aura le congrès même du FPI le 13 novembre. Le parti se prépare pour cela. Bon, chacun a donné son avis. Lui, il estime que le FPI est émietté, donc Affi n'a pas beaucoup de chances pour remporter cette élection présidentielle. Et n'oublions pas aussi qu'il y aura peut-être en face de lui les ténors, Laurent Gbagbo, Ouattara, ça, et puis... bon, en tout cas, cette éventualité est très moindre. Introduise la limitation d'âge. Bon, je pense que... Vous êtes pour ou contre? Non, la question n'est pas être pour ou contre. Moi, j'ai dit, quand on m'interroge sur cette question, j'ai dit, mais pourquoi avoir enlevé la limitation d'âge? Parce que la limitation d'âge existait jusqu'en 2016. Hein. C'est le président Ouattara qui a fait sauter ça. Pourquoi il l'a enlevé? Et aujourd'hui, pourquoi vouloir la remettre après 5 ans? Donc, il va continuer toujours à manipuler la Constitution. C'est pas lui qui veut remettre ça. Non, c'est pas lui qui veut remettre. C'est une proposition qui est portée par le député Assalé Semoko, voilà. qui va présenter cela à l'Assemblée nationale. Il y a combien de propositions qui sont proposées à l'Assemblée nationale, qui passent ou bien qui ne passent pas? Mais je dis toujours, le RRDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Quand tu envoies quelque chose qui fait plaisir à Ouattara, à son RRDP, ça va passer. Ça fait plaisir aussi à Henri Konan Bédié. Mais justement, la limitation d'âge. Si ce n'est pas introduit. Non, mais attends, ça fait plaisir. Bédié n'a pas été celui qui a enlevé la limitation d'âge. La limitation d'âge est si c'est introduit, Bédié est écarté aussi. Non, là, moi je suis pas à ce niveau-là. Au PDCI, on a du mal à concevoir cette limite d'âge. Non, ce n'est pas le PDCI qui a du mal à concevoir. Faut qu'on soit quand même logique. J'ai dit en 2000, la limitation d'âge était là.
Elle a sauté en 2016 lorsque Ouattara a voulu faire une nouvelle constitution. Maintenant, pourquoi aujourd'hui... Le RHDP, ce n'est pas Ouattara, c'est le RHDP avec Henri Koda Bédié et tout le système qui était en place. Bon, si vous voulez, c'est lui qui dirige. Quand quelqu'un dirige, c'est lui qui prend la responsabilité de ce qui s'est fait. Bédié était le PCA non, ça c'est des discours... Ok, messieurs, on va partir pour la dernière rubrique de cette émission, Focus Médias africains. On s'intéresse cette semaine à la COP 26. Les conférences de l'ONU pour le climat sont l'occasion pour les dirigeants de faire des annonces sur leurs actions contre le réchauffement climatique. Le sommet de Glasgow sera le théâtre de négociations et de discussions entre les différentes délégations. Chaque année, les conférences de l'ONU pour le climat apportent leur lot d'annonces en matière d'action pour le climat. Arrêter la déforestation d'ici 2030, réduction des gaz à effet de serre. Mais ces sommets ne se résument pas qu'à cela. C'est aussi l'opportunité de dialoguer sur les enjeux en lien avec le réchauffement climatique. Le principal enjeu de cette COP26 pour les États participants est de rehausser les ambitions climatiques. Pour cela, il leur faudra revenir sur des points clés de l'accord de Paris pour que tous les pays l'ayant ratifié puissent s'accorder sur leur mise en place. C'est lors de la COP21 en 2015 qu'a été signé l'accord de Paris ayant pour objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Depuis, lors de chaque COP, les pays signataires de cet accord s'entretiennent sur les points où il y avait des différends dans le cahier des charges. Celui sur la transparence au niveau du respect des engagements en fait partie. Il n'est pas question ici d'établir un nouvel accord, mais de peaufiner celui déjà existant. Par ailleurs, l'accord de Paris est organisé en cycle d'une durée de 5 ans. Cela signifie que la COP26 marque la fin du premier cycle. Chaque pays signataire a ou doit fournir une feuille de route retraçant ses ambitions en matière de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Démarré le 2 novembre, la COP26 prend fin le 12 novembre 2021 prochain à Glasgow. D'accord, nous sommes de retour sur le plateau de l'Intelligent TV pour la suite et la fin de cette émission, la revue de presse grand format. Nous sommes avec Beta Michel, directeur de publication du quotidien Le Bélier, et Sekou Dao, analyste politique. Alors messieurs, on va finir avec ce dernier sujet, la COP26. C'est quoi votre commentaire? Bon, moi, j'observe tous les COP là, mais à la vérité, les résolutions de ces COP là ne sont pas mises en œuvre, notamment au niveau de l'Afrique où souvent nous demandons des fonds additionnels pour pouvoir tenir les engagements que nous avons pris et ces fonds-là ne viennent pas. Ou du moins, quand ils viennent, ils sont souvent émiettés. Ils ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons. Sinon, la crainte du climat, la crainte des conséquences climatiques est réelle. Hein, cette crainte est réelle, mais il faut poser des actes et il faut donner les moyens pour les poser. Au sortir de ces réunions-là, souvent, les moyens financiers, les moyens humains pour dégager, pour tenir les engagements ne sont pas effectifs. Et souvent, on revient encore pour débattre encore des mêmes choses. Récemment, je constatais dans un média que près de 50 millions de dollars qui ont disparu, qui étaient destinés, 50 millions de francs CFA presque, qui étaient destinés à faire de Cocody cité verte, cité climatique, ont disparu parce que c'est un projet qui avait été annoncé depuis longtemps. Ça a disparu entre le ministère de la Salubrité et le ministère de l'Environnement. Bon, toutes ces questions-là, tu vois, ça montre que sur les questions de climat, les pays africains sont encore très loin des engagements qu'ils prennent. Surtout même que l'Afrique n'est pas représentée à cette COP. Ben, ils ont compris qu'eux, l'Afrique a besoin de moyens. Sinon, l'Afrique, je ne veux pas dire l'Afrique n'est pas représentée, puisqu'il y a des ONG qui... Non, je veux dire les chefs d'État, les décideurs. Voilà, mais il y a des ONG qui sont des ONG africaines qui seront et elles vont présenter les problèmes de l'Afrique. Donc, je crois que l'Afrique sera représentée. Mais il s'agit de prendre des décisions et de les appliquer, ce qui n'est pas fait quand on retourne dans nos pays respectifs. C'est ça la grande question. Dao? Oui, bon, je pense que cette 26e édition de la COP 26, là, pour moi, sera l'occasion pour les pays pollueurs, les plus pollueurs, vraiment de revoir à la baisse leurs émissions de gaz carboniques pour ne pas davantage enfoncer le monde déjà qui s'écroule sous l'effet du gaz à effet de serre. Donc je pense que ça sera l'occasion. Déjà, il y a des résolutions qui ont été prises à cette COP 26 qui se tient cette année à Glasgow.
en Écosse, qui interdit par exemple aux pays de ne plus produire les énergies fossiles, parce qu'ils contribuent fortement à polluer l'atmosphère et à réchauffer la couche d'ozone, qui nous crée beaucoup de dommages ici dans notre environnement. Donc je pense, comme tout à l'heure Beta le disait, que les mesures qui seront prises vont être véritablement respectées. Mais ce que je déplore ici, c'est la non-présence des pays africains qui subissent véritablement, qui payent le lourd tribut de ces pollutions-là qui sont exercées par ces pays puissants-là. Donc je pense qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais en fait, c'est simple, ça veut dire que l'Afrique n'a pas son mot à donner. On est militairement faible, on est économiquement faible. Les pays puissants décident et puis nous imposent. Donc c'est à nous de créer véritablement une union sacrée entre nous pour pouvoir ici porter le change, pour pouvoir également parler. Parce que là, je pense que si ça continue comme ça, eh bien, on risque d'être la poubelle de ces pays pollués. Je voulais juste ajouter quelque chose. Quand tu dis que, tu demandais qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire que nous ne sommes pas industrialisés. Parce que la pollution vient des industries pour la plupart. Nous ne sommes pas industrialisés et notre tissu économique est faible. Et aujourd'hui, nous devons avancer le plan de l'industrialisation. Mais comment? Il faut que ces pays riches-là nous accompagnent. Hein, pour que ces industries-là ne soient pas des industries aussi pollueuses comme ce qu'on a observé dans leur pays. C'est toute la question est là. Il faut qu'elles nous accompagnent, qu'elles nous donnent les moyens. L'Afrique même doit prendre son destin en main. On a les ressources qu'il faut, on a les ressources naturelles, on a les ressources humaines. Il va falloir qu'il est grand temps maintenant que nous prenions nos destins en main. Comment? C'est un autre pan de la question du destin de l'Afrique. Voilà. Merci, messieurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous étions avec Beta Michel, directeur de publication du quotidien Le Bélier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, et puis, merci également à M. Sekou Dao, analyste politique. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Nous remercions l'Intelligent TV qui a vraiment fait assez d'efforts quand même pour maintenir cette question du débat au sein des médias. Parce que nous en avons besoin. Une tribune de débat où on peut interchanger, avancer des idées, même si elles sont souvent contradictoires, mais pour faire évoluer la naissance même du débat en Côte d'Ivoire. Parce que le débat évite les affrontements. Exactement. Voilà. C'est ça. En tout cas, nous, à l'Intelligent TV, on est ouvert à tout le monde, quelle que soit la chapelle politique, quel que soit le camp. Tout le monde est admis ici. Merci à vous. Donc, à tout moment, on pourra vous appeler pour venir pour débattre sur les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire. Absolument. Merci encore une fois de plus à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, on vous souhaite un bon retour chez vous. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Bon, peut-être que c'est l'émotion. Et puis à très bientôt sur l'Intelligent TV pour un autre numéro. Bravo. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.